suis ravi d'être avec vous. Je ne suis pas tech de formation, je suis plutôt product manager, moi, de formation. Mais par contre, j'ai passé 10 ans dans la tech avant de monter TPC. Et, euh, et ce sujet est un sujet qu'on veut tacler depuis très très longtemps parce que chez TPC, comme vous le savez, on est des experts du recrutement tech et produits et on échange avec énormément de CTO, engineering manager, VP engineering ou CPO ou co-founder et les problématiques de recrutement, les problématiques de management, pardon, qui sont intimement liées aux problématiques de recrutement, font partie, on va dire, du top 2 de toutes les problématiques qui reviennent le plus. Donc management au sens large, évidemment. Je parle d'organisation, de culture, de formation, de career path, de plein, plein, plein de sujets, de salaire, etc., de plein de sujets qui en découlent. Je dirais que les deux sujets les plus importants lorsqu'on est au management, enfin, dans des fonctions managériales dans la tech, c'est vraiment la stratégie et le management. Donc, ça nous paraissait hyper important de mettre l'accent dessus. On a une série de talks qui arrivent dessus. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Sylvain pour le premier talk autour de ce sujet, enfin l'un des tout premiers de 2024 autour de ce sujet. Sylvain, je te laisserai te présenter un peu plus tard. Je suis avec Sarah qui est au community, au marketing chez nous, Mathieu qui est notre CTO et qui va prendre le relais après mon intro. Moi, je suis là juste pour vous présenter un tout petit peu ce talk, pourquoi on l'a fait et vous accueillir. Je vais partager mon écran pour ça. Hop, vous voyez bien. Alors, alors, euh, c'est pas un hasard qu'on ait choisi Sylvain pour faire ça avec nous. On a beaucoup échangé ces derniers temps avec toi, Sylvain, et c'est des problématiques que tu connais bien, sur lesquelles tu as pas mal bûché, et du coup, on est ravi d'avoir ton retour d'expérience. Pour autant, le management, et il y a des bonnes pratiques, c'est pas non plus une science, donc on est vraiment très très curieux d'avoir votre avis sur tous les points qu'on va évoquer, vos questions, vos remarques. On est là pour faire émerger une sorte d'intelligence collective autour du sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer, à contribuer. C'est ce qui fait la richesse de nos talks, de nos masterclass chez TPC. De toute façon, le replay sera disponible sur YouTube, mais le live est très important pour justement avoir des échanges et profiter de ce moment ensemble. Aujourd'hui, on a quelques insights à vous partager. On a une grosse étude sur le marché de l'emploi tech qui arrive là, courant mars-avril. En attendant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le marché reste en tension, surtout pour des boîtes qui ont une marque employeur compliquée, qui recherchent des profils qui recherchent des profils tech très, très précis, ou alors qui ont besoin de moutons à cinq pattes, de devs qui vont travailler à la fois sur la conception, mais aussi la livraison, l'infra, etc. Le marché reste très, très compliqué. On met entre 3 et 6 mois à recruter le bon profil. Une autre dynamique, c'est le remote. Le remote, aujourd'hui, on estime que, enfin, en tout cas, nous, sur TPC, sur la plateforme, on a 50% des candidats qui demandent du remote supérieur à 2 jours par semaine. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je suis prêt à parier qu'on a un bon nombre d'entre eux qui demandent du full remote. Donc, ce n'est pas une dynamique qui est prête à s'envoler malgré tout ce qu'on dit. Ça reste quand même quelque chose de très présent et on parle presque d'un acquis social aujourd'hui. Euh, L'évaluation est un sujet très très important aujourd'hui qui est beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas uniquement d'évaluer, de tester, il s'agit de pré-onboarder des candidats. Et aujourd'hui, on se rend compte de son importance, notamment sur les profils tech, dans le process de recrutement et de pré-onboarding. Euh, alors, les skills, je vais laisser d'autres personnes plus compétentes que moi en parler. Mais par contre, sur les salaires, en effet, et ça va être le cœur de notre étude. Aujourd'hui, il y a eu une énorme correction de marché sur toute la tech, et notamment sur les profils leaders, tech lead, product lead, design lead, sur les salaires. Et ça va être hyper intéressant de voir, on a les chiffres de 2023, de voir comment 2024
Le marché se positionne. Là-dessus, on sortira les chiffres très très bientôt. En attendant, on a des ressources à vous partager. Hop, on a des ressources à vous partager. Donc, première ressource, guide pour recrutement, pour le recrutement de tech. C'est un guide complet. Vous allez y trouver des questions d'interview, des scorecards, des études de cas euh, qui sont réelles, qui ont vraiment été données, notamment par des startups et des scale-up partenaires de The Product Crew. Donc, si c'est des problématiques que vous envisagez bientôt, dans lesquelles vous êtes maintenant, n'hésitez pas à télécharger cette ressource, ou en tout cas à la regarder. Et puis, en attendant d'avoir l'étude de 2024, vous pouvez toujours télécharger l'étude de 2023 sur les salaires de la tech. Ce qui est intéressant, c'est que sur les profils juniors ou confirmés, la correction de marché est moindre, donc il y aura moins de changements, d'évolution en 2024. Ça, c'est une des hypothèses qu'on fait. Très rapidement, The Product Crew aujourd'hui, on est un partenaire de recrutement d'un peu plus de 800 entreprises tech. On a travaillé avec des startups, des scale-up. Aujourd'hui, on a la chance de travailler sur un modèle où on présente uniquement des membres de la communauté The Product Crew qui sont en recherche d'emploi. Vous allez trouver un peu plus de 10 000 membres actuellement, des software engineers, surtout dans les écosystèmes JavaScript, Python et PHP. Des products, des designers, des profils data aussi, plutôt seniors, confirmés, voire C-level. Et c'est bien plus que ça, puisque au-delà de mettre en relation nos membres et d'accompagner, d'offrir notre expertise dans le recrutement tech, The Product Crew aujourd'hui, c'est des événements, pas que en ligne, mais aussi des apéros physiques. Là, on a le beau temps qui va bientôt arriver, j'espère, d'ici quelques semaines, et on pourra reprendre nos apéros. C'est des masterclass, c'est des meet-up, des ressources et beaucoup de coaching. Je vous le disais, on a travaillé avec beaucoup, beaucoup de partenaires aujourd'hui, des noms connus, d'autres beaucoup moins connus. Euh, et on les accompagne à trouver la personne qu'il faut et qui aura de l'impact chez eux assez rapidement. Euh, voilà, si c'est des sujets dont vous souhaitez parler, n'hésitez pas à aller sur theproductgroup.io. Il y a énormément d'informations ou à me contacter directement par mail ou sur LinkedIn. Je serais ravi de discuter avec vous de ça. Je vais laisser Mathieu, notre CTO, se présenter, sachant que c'est toi qui prends le relais à partir de maintenant, Mathieu. Yes, ça marche. Écoutez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Moi, je suis Mathieu, le CTO de The Product Crew. Je m'occupe avec mon équipe de toute la partie tech et product. Et effectivement, je vais être là pour animer les questions-réponses après la présentation de Sylvain. Et alors, croyez-le ou non, j'avais parié qu'on serait 84 participants et on est 84 à 85, mais j'étais le plus proche. Merci à tous. Sylvain, je te laisse, enchaîner, prendre la parole. Ouais, ça marche. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler du job d'engineering manager, des piliers qui composent ce job-là, et surtout vous expliquer que le job d'engineering manager, c'est pas un job fixe, ça peut vouloir dire plein de choses, et donc il faut faire très attention quand vous voulez devenir engineering manager que vous l'êtes. Ça veut pas dire que vous faites le même job que l'engineering manager qui est dans une autre boîte, voire même dans la même boîte que vous, ça peut être très différent. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est les typologies managériales, donc les quatre grands piliers qui composent ce job-là. Je vais vous parler de cas réels de transition de contributeurs vers le job d'EM qui se sont plus ou moins bien passés, des cas que j'ai vécu, hein, moi, en entreprise à côté de moi. Vous montrer pourquoi ça échoue et les clés de la réussite pour que ça se passe bien. Ensuite, je vais répondre à une question. J'anticipe un peu sur les Q&A, mais très souvent, en fait, dans mes équipes, il y a des gens qui veulent passer manager. Et donc, du coup, j'ai souvent eu cette discussion-là, le pourquoi tu veux devenir manager. Et du coup, je vous explique un peu quelle voie choisir et comment choisir.
Et un dernier point sur comment manager des nouveaux managers si vous êtes C-level ou senior et que vous avez cette opportunité-là. Donc, qui je suis pour vous parler aujourd'hui? Moi, je suis Senior Engineering Manager chez ETX Magellan. J'ai 22 ans d'expé dans la tech. J'étais dev backend avant. Je faisais du Java et du Delphi pour ceux qui connaissent. Et ça fait 12 ans que je suis en position de manager maintenant, plus ou moins proche de la technique, selon les jobs. Et j'ai eu la chance en fait de travailler dans beaucoup de contextes différents, de la PME de 17 personnes à la start-up, à la grande scale-up multilicorne française, ou des grands comptes type SNCF, La Poste via des ESN. Et toutes ces expériences-là sont très complémentaires et m'ont appris que ce job-là peut être vraiment très différent selon les contextes. À côté de ça, je suis récemment coactive coach et je me spécialise dans l'accompagnement des futurs jeunes et aussi managers confirmés. Et ça, on en reparlera à la fin. Un petit disclaimer avant de commencer, j'ai pas la science infuse sur le management, même si j'ai une expérience, certes, mais il y a plein de managers qui sont meilleurs que moi, qui ont des vues différentes. Donc là, moi, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est basé sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu, mais je suis très très ouvert aux questions, aux challenges, et au contraire avec plaisir, parce que je trouve qu'on a assez peu d'opportunités ou de scènes pour discuter de ce sujet management, donc avec plaisir. Si je ne l'avais pas animé, en fait, je serais venu à ce talk. Donc les typologies de management, il y en a quatre. Enfin, en tout cas, moi, j'en définis quatre. Il y a l'opérationnel, il y a le côté humain, le côté technique et le côté relationnel. Et on verra que relationnel et humain, c'est un petit peu différent. Et spoiler, pour faire le job d'engineering manager, vous êtes obligé de faire les quatre. Il y a pas le choix. Euh, Vous pouvez vous cacher les yeux, mais en fait, vous allez faire les quatre. À plus ou moins, euh, les pourcentages peuvent être différents, mais vous êtes obligé de faire les quatre. Donc, qu'est-ce que c'est l'opérationnel? L'opérationnel, c'est en fait l'EM, c'est le garant de la delivery de son équipe. On est là pour que le produit sorte, quoi. Souvent, l'EM, il fait aussi le job de Scrum Master. Ça arrive qu'il y ait un Scrum Master dédié, mais enfin, de mon expérience, en tout cas, c'est assez rare. L'EM forme un duo assez important avec son PM. Quand on a la chance d'avoir un PM dédié dans l'équipe, la feature team en fait fonctionne autour de ce duo-là. Et, euh, et en vrai, bah, l'EM et le PM, ils sont censés être, c'est comme un couple hein, dans l'équipe. Donc on se voit tous les jours, matin, soir, on fait des points de synchro tout le temps et on décide ensemble des roadmaps et de ce que va faire l'équipe. L'objectif de l'EM, c'est de mettre en place des process, assez de process, mais pas trop, pour fluidifier le travail de l'équipe. L'objectif, c'est que du début d'un ticket jusqu'à sa mise en prod, il y ait le moins de temps possible. Donc, il faut enlever toutes les frictions, mais il ne faut pas mettre trop de process pour que ça devienne lourd. Le job d'un dev, c'est de faire du dev, c'est pas de faire de l'administratif sur Jira. Il faut réussir à trouver le bon équilibre. Euh, il faut aussi réussir à connaître bien son équipe pour utiliser chaque personne au mieux de ses compétences et de ses capacités du moment. Alors, j'aime pas trop le mot utiliser, mais là, comme on est dans l'opérationnel, on n'est pas encore dans l'humain. J'utilise le mot utiliser. Euh, et c'est important, les capacités et les compétences du moment. Parce que l'objectif de l'EM, c'est aussi de faire grandir les gens et de faire en sorte que ces compétences et ces capacités, elles augmentent, elles s'améliorent avec le temps. Et un dernier point qui n'est pas le moins important, c'est de garder en tête l'impact sur le produit. Alors effectivement, c'est le PM qui est censé être garant de ça, mais l'EM, il doit l'avoir tout le temps en tête et avoir cette obsession en fait de l'impact produit. Parce que si on veut faire que de la tech pour faire du refacto et puis pour faire une solution magnifique, mais qu'on n'a pas de client en face, bah à la fin de l'année, on ne peut pas payer les salaires. Donc tout ça, ça fait partie de la responsabilité d'un manager aussi, d'avoir cette vision-là. Le côté humain, donc on pilote pas encore des IA, même si Copilot commence à faire des efforts pour faire du code propre, on reste à gérer des humains, et avec toute la complexité que ça implique. Il faut gérer la partie administrative RH, ça prend un peu de temps, la gestion des congés et tout ça. Euh,
selon selon la phase dans laquelle est votre entreprise, il y a quelque chose qui peut être très chronophage, c'est le recrutement de l'équipe et l'onboarding. Euh, il faut vraiment le faire bien parce qu'un bon onboarding, ça peut jouer beaucoup sur la rétention des gens. Et quelque chose qu'on n'évalue pas forcément suffisamment, c'est l'offboarding. Des fois, on est obligé de se séparer des gens. C'est jamais une décision facile à prendre, mais il faut avoir le courage de le faire. Et des fois, c'est les gens qui démissionnent aussi, pour diverses raisons. Euh, et ça fait partie du job de manager, d'accompagner la personne vers la sortie, pour que ça se passe le mieux possible. Parce que une personne qui a été salariée dans votre équipe, euh, potentiellement peut aider à recruter son successeur ou faire de la pub positive pour votre entreprise. Alors que si vous virez les gens comme des sacs et que ça se passe mal, bah, la pub elle va être négative et vous allez encore plus galérer à recruter après. Et les devs, enfin, et même les managers, hein, tout le monde discute, on discute beaucoup entre nous. Il y a des sites comme Glassdoor où bon, c'est plus ou moins correct, Glassdoor, mais disons que tout se sait sur le marché. Donc faites les choses bien, soyez correct avec tout le monde et vous en retirerez les fruits. Ce qui prend pas mal de temps, ça dépend le nombre de personnes dans l'équipe, c'est les one-one avec chaque personne de l'équipe. Quand j'ai commencé à être manager, j'avais pas ça. Je mettais pas ça en place, surtout parce que j'étais en ESN et qu'on manageait des gens, en fait, on les voyait une fois tous les trimestres et c'était déjà bien. Là, moi, j'ai la chance maintenant de pouvoir mettre ça en place une fois par semaine. J'ai du temps dédié pour chaque personne et en vrai, ça change la vie, hein. Ça change la relation entre le manager et son équipe. Ça permet de vraiment faire du suivi humain et opérationnel aussi. Sachant que le one-one, c'est un rendez-vous humain, c'est pas un rendez-vous de reporting pur. Parce que le reporting pur, il peut être fait par Slack, il peut être fait par mail. Il n'y a pas besoin de discuter pour ça. Donc, alors que le one-one humain, bah, il y a besoin de se retrouver en face et de regarder la personne dans les yeux, alors que ce soit en visio ou en réel. Euh, un aspect du job d'engineering manager, c'est le mentoring. Souvent, on est passé par un rôle de senior développeur, donc on peut mentorer les gens soit sur leur carrière, soit sur leur façon de faire. Euh, euh, et euh, et c'est intéressant. On va aussi pouvoir coacher les gens sur sur leur posture, sur leur façon de communiquer. Et il va falloir avoir des qualités d'empathie et d'écoute. Ça, c'est pareil, c'est un équilibre à trouver. Et chaque personne est différente. C'est pour ça que je disais qu'il y a pas deux EM qui se ressemblent. Euh, et pour finir, aider les gens à se dépasser, c'est ce que je disais avant sur l'opérationnel. Euh, Soit on hérite d'une équipe, soit on la construit, mais les gens évoluent dans leur vie. Il y a des hauts et des bas, et l'objectif, c'est que de l'EM, bah, c'est de faire en sorte que tout le monde soit suffisamment au taquet pour apporter de la valeur à l'entreprise, mais suffisamment en zone de sécurité aussi pour pas se cramer et puis faire des burn-out. Côté technique, l'EM, il peut être contributeur sur la code base selon ses compétences ou pas. En fait, il y a ce qu'on appelle l'EM hands-on ou l'EM hands-off. Et, euh, et soit on peut être contributeur sur la partie critique et c'est un choix, soit sur des parties qui sont pas du tout critiques pour garder la main, soit pas du tout. Tout fonctionne. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que je suis plus contributeur du tout sur la code base. J'ai pas d'environnement de dev. Euh, je vais regarder le code un peu sur GitHub de l'équipe, mais ça s'arrête là. Alors que je sais il y a d'autres EM qui sont très très bons, qui font ça à mi-temps. Ça dépend souvent en fait de la taille de l'équipe. Euh, Quand on a 3 4 devs à gérer, ça prend pas un plein temps et donc on peut continuer à être contributeur. Là, moi, aujourd'hui, j'ai 10 personnes dans mon équipe. C'est juste pas jouable. Enfin, ou alors, il faudrait que je fasse tout, mais mal. Ce qui est le plus important, par contre, c'est de comprendre les enjeux des développeurs. Donc, idéalement, un EM, ça doit avoir été développeur. Enfin, ça, c'est ma conviction. Euh, ça évite d'avoir ce côté, ce que j'ai pu vivre, moi, en ESN, où le chef de projet, c'est un expert en tableau Excel, mais il sait pas du tout ce que c'est du développement.
Et quand on fait l'exercice magnifique de chiffrage où le dev dit bah, je pense que ça va me prendre 10 jours, le chef il met 5 sur son tableau Excel, il fait allez, c'est bien mec. Et en fait, bah, si on connaît pas si on connaît pas les enjeux, si on sait même pas ce que c'est un test unitaire, etc., bah, en termes de légitimité, c'est très compliqué. Être en position d'arbitrer des décisions techniques, idéalement, on travaille en confiance avec les devs et les devs sont suffisamment intelligents pour prendre leurs propres décisions techniques d'implémentation. Maintenant, il faut savoir les challenger aussi pour éviter qu'il y ait de l'over-engineering sur certaines features, pour faire en sorte que le but, encore une fois, c'est de délivrer de la valeur. Donc, il faut réussir à challenger pour qu'on soit en prod le plus vite possible, tout en gardant cet équilibre entre time to market et dette technique. C'est là où le job de M devient difficile parce que justement, il faut prendre de la hauteur. Si on garde cette même posture en tant que développeur, on a toujours envie de faire les choses très très bien, future-proof, qui sera maintenable, qui sera améliorable, scalable, juste un truc parfait, mais ça prend plus de temps. Et ben des fois, en tant que M, même si ça fait mal à mon petit cœur de développeur des fois, et ben je dis bah vas-y, écris le truc en dur dans le code, je sais, c'est moche, mais au moins comme ça on peut partir en prod ce soir plutôt que la semaine prochaine. Et on va faire de l'itératif et on va le faire, on va faire les choses bien plus tard. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'EM, de quand on dit on va le faire bien plus tard, faut pas faire des promesses en l'air. Plus tard, ça veut dire qu'il faut vraiment le faire, il faut vraiment l'inscrire à la roadmap, il faut en discuter avec le PM, parce que si on dit tout le temps, t'inquiète, on fera bien les choses plus tard et que ça n'arrive jamais, bah, à un moment donné, on devient plus légitime et plus crédible. Euh, je mets aussi là qu'il faut faire attention au curseur avec la composante technique, parce que il y a un job qui s'appelle lead dev, qui est développeur senior avec un peu plus de seniorité et qui va gérer des devs. Bah, c'est pas la même chose que engineering manager. Et le dernier point que j'ai rajouté à la fin, ça c'est par rapport à mon expérience, c'est le côté relationnel. Donc ça c'est relationnel, euh, pas avec son équipe, mais avec tout ce qui gravite autour de l'équipe. Donc gérer les stakeholders, c'est le boulot principal du PM, mais ça n'empêche pas que l'EM doit le faire également. Construire son réseau interne avec les autres EM pour comprendre leurs enjeux, leur roadmap, les autres équipes, donc les autres devs aussi, et les autres départements. Et c'est important de se faire connaître en tant que point d'entrée de l'équipe et de construire son réseau. C'est très important d'avoir un réseau avec les autres EM pour partager des pratiques. Parce que le job d'EM, peut-être on pourra en discuter en QA après, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai perçu dans mes expériences, c'est un job où on est très seul. Euh, on est avec son équipe, on a des relations avec son équipe de dev, mais si on ne fait pas l'effort de construire un réseau, de prendre des cafés qui soient virtuels ou réels avec les autres EM, bah, au final, on a assez peu de relations. Et on a personne à qui parler pour dire hey, j'ai une problématique, je ne sais pas comment m'en dépatouiller. Donc il faut réussir à construire ce réseau de pairs pour pouvoir échanger. Et, et j'ai même vécu dans certaines entreprises qui sont plus matures, comme la scale-up dans laquelle j'ai été, où les EM ont la liberté en fait de faire des calls avec des EM d'autres entreprises pour faire des partages de pratiques. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et pour finir, faire un peu de politique, mais pas trop, parce que c'est quand même pas notre boulot, chacun son boulot. Et le minimum, c'est de comprendre les règles du jeu de la politique. Moi, je l'ai appris à mes dépens dans une entreprise où je ne comprenais pas les règles, et ben ça s'est pas bien passé, et juste parce que j'ai pas vu le truc se faire, quoi. Donc maintenant que je vous ai expliqué les quatre piliers, je vous ai bien dit que de toute façon, vous n'alliez pas y couper, vous feriez les quatre. Maintenant, il faut définir votre votre définition du boulot d'engineering manager que vous voulez faire ou que vous trouvez le plus pertinent. Ça veut dire qu'il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Donc, soit vous en êtes conscient tout seul et c'est génial, mais le plus simple, c'est de récolter du feedback auprès de votre manager actuel
ou de vos collègues. Si les gens ils vous disent que vous êtes super, super bon en communiquant, eh ben, peut-être que c'est bien. Si vous êtes un crack en technique et que vous savez l'idée et puis emmener les gens, bah, c'est très bien. Et vous avez aussi des faiblesses, il faut en être conscient. Faut aussi être conscient de ce que vous aimez faire et ce que vous aimez pas faire. Par exemple, il y a des devs qui sont géniaux en dev, mais ils n'aiment pas les réunions, par exemple. En vrai, je ne sais pas s'il y a beaucoup de devs qui aiment les réunions, mais euh, pour être EM, je pense qu'il faut avoir un kiff pour la visio ou pour Google Meet, parce qu'on passe 5-6 heures par jour sur Google Meet. Même si on essaye de réduire, en vrai, notre environnement de dev à nous, c'est Google Meet. Donc, faut aimer ça. Quand vous faites un entretien d'embauche ou si on vous propose une promotion, il faut être hyper clair sur l'attente de votre boss actuel ou de votre futur boss, justement en gardant ces piliers en tête. Donc là, je vous encourage en fait de noter ces piliers-là et quand vous faites un entretien d'embauche, en fait, de dire bah ok, explique-moi la fiche de poste et essayer de recaler ça avec ces piliers-là pour bien comprendre le pourcentage de chaque activité. Et pour éviter que ce soit juste de la pub sur PowerPoint, n'hésitez pas à demander aux autres EM de cette entreprise-là la réalité de leur quotidien, parce que ça peut varier. Les graphes que je vous ai mis là, c'est deux répartitions de tâches dans deux entreprises dans lesquelles je suis passé. Le premier, à gauche, c'est la répartition des tâches que j'ai dans mon entreprise actuelle. Donc une grosse partie sur l'opérationnel, sur le rôle de Scrum Master, sur le fait que l'équipe, il n'y avait pas de process. Ouais, pas de process quand je suis arrivé et de mettre tout en place, une definition of done, une definition of ready, euh, tout ça. Un peu de technique, mais pas trop. Je suis pas contributeur sur la code base, mais par contre, je challenge toutes les discussions et dès que il y a une discovery technique, je participe aussi pour challenger justement avec cet équilibre time to market et, euh, et qualité de code, du relationnel un petit peu et beaucoup d'humain, parce que bah, ça, c'est pour le coup, c'est ce que j'aime faire et c'est là où je suis bon. Donc, je maximise cette, euh, cette part-là parce que je sais que c'est là où j'ai le plus d'impact. Et à droite, c'est la réalité du job que j'ai fait dans une scale-up. Euh, et pour vous montrer que ça peut être déconnant par rapport à l'entretien d'embauche, ce qu'on m'avait dit à l'entretien d'embauche, c'est: OK, tu es développeur senior, t'inquiète, tu feras une vingtaine de pourcents de ton temps à faire du dev et le reste, c'est du management. Dans les faits, on attendait de moi que je sois développeur senior plus sur une stack que je connaissais pas. Donc j'ai dû monter en compétences et au final bah, faire beaucoup de dev sur des codes base critiques. Et ben, ça ne l'a pas fait parce que c'est pas ça qui me fait kiffer le plus. Euh, et donc potentiellement ça peut être très bien pour quelqu'un d'autre, mais il faut que ça colle à vos forces et faiblesses et à ce que vous aimez ou pas. Et donc ça, c'est les deux là, ça s'appelle pareil, Engineering Manager. Donc on voit que c'est pas du tout le même job. Je vais vous présenter trois cas de transition d'un contributeur vers le poste de manager. Le premier cas, c'est un expert. Donc le but, c'est que ça reste anonyme, mais on l'appellera Michel. C'est un expert reconnu dans son job qui est vraiment super bon. Et on lui confie une équipe pour que son domaine technique puisse scaler avec l'entreprise. Il se retrouve manager alors qu'il n'avait pas forcément demandé, il n'avait pas forcément envie. Et au bout d'un an, en fait, il était prêt à démissionner. Et l'entreprise a réussi à le rattraper en lui disant: ben non, tu vas pouvoir recruter un manager pour ton équipe et revenir sur ton poste d'expert. Et ça s'est mieux passé comme ça. Mais sinon, lui, un mec super super doué aurait pu démissionner juste à cause de ça. Le deuxième cas, c'est un développeur senior depuis plusieurs années qui avait atteint un plafond de verre au niveau du salaire et qui a demandé à son EM de passer EM justement parce qu'il y avait une opportunité dans la boîte pour pouvoir justifier une augmentation de salaire. Et en fait, bah, il ne voulait pas vraiment être EM, il voulait juste beaucoup plus d'argent. Et dans cette entreprise-là, le boulot de manager était mieux rémunéré que les positions de contributeur. Résultat, la productivité de l'équipe qu'il a pris en charge, elle a complètement chuté parce que bah, il n'y avait pas de manager en fait. C'était juste un dev de plus
qui faisait ce qu'il continuait, il continuait à faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire coder tout le temps, et il faisait pas de suivi ni opérationnel, il faisait pas du relationnel, il faisait pas de l'humain, il faisait que de la technique. Donc, encore une fois, les quatre piliers, vous êtes obligé de faire les quatre. Si vous en faites que un, bah, ça marche absolument pas. Et le troisième cas, c'est un développeur moyen, qui est pas terrible dans son job de développeur, mais par contre, il est passé manager parce que les RH détectent en lui un potentiel. Il est formé, mentoré, coaché, et il est mis à l'essai pendant 6 mois avant d'obtenir son nouveau poste. Donc là, c'est un peu obvious, mais il y a un des cas, vous essayerez de trouver lequel, qui est de la fiction, et les deux autres cas, c'est des cas réels. Alors pourquoi ça marche pas maintenant? Parce qu'un bon développeur, c'est pas forcément un bon manager. Et très souvent, en fait, c'est même très souvent le cas. C'est des compétences différentes, et chaque compétence s'apprend. Pour devenir dev, on va à l'école, on apprend à coder, on apprend à faire des tests unitaires, enfin, on apprend plein de trucs. Par contre, pour manager, en tout cas dans le côté engineering, bah, on y va, tiens, voilà, maintenant tu es manager, on te file les clés du camion, et puis débrouille-toi, bonne chance. Il n'y a pas de formation. Là, ça commence à venir, il y a quelques formations, mais elles sont très peu utilisées. Souvent, les entreprises disent, bah voilà, maintenant tu es manager, bah, bonne chance. Euh, c'est comme, enfin, la métaphore, c'est comme si on file une code base critique à un développeur junior, enfin un stagiaire, et puis on lui dit, vas-y mec, fais du bon boulot, on compte sur toi. Bah là, c'est la même. On va confier une équipe de 10 personnes à quelqu'un qui ne sait pas faire de management, qui ne sait pas forcément faire de la relation humaine avec une position hiérarchique. En fait, c'est une vraiment très mauvaise idée sur le papier, mais pourtant, dans plein d'entreprises, ça se fait comme ça. Et pourquoi ça échoue souvent aussi, c'est que, en tout cas dans les entreprises françaises dans lesquelles je suis passé, la culture d'entreprise fait que manager, c'est au-dessus. Tu as une évolution de carrière où tu es stagiaire, tu es dev junior, tu es dev senior, et puis pouf, tu deviens manager et ça y est, tu as réussi ta vie. Et un peu, si t'es pas manager de ton équipe avant 40 ans, tu as raté ta vie. Et ben ça, c'est une culture toxique qui fait que quelqu'un ne peut pas s'épanouir dans son rôle de développeur, alors qu'au final, la valeur qui est apportée par les développeurs, elle est, enfin, si c'est un bon développeur, elle est supérieure à la valeur qui est apportée par un manager. Donc, il n'y a pas de sens qu'un manager soit payé beaucoup plus qu'un développeur. Euh, Ça, c'est mon avis. Donc, s'il y a des RH qui écoutent ce talk, je suis désolé pour vous, mais vous allez avoir des demandes d'augmente bientôt. Euh, les très bons développeurs, il faut les garder, c'est des diamants. Et il ne faut pas essayer de les mettre en tant que manager s'ils ne le veulent pas, pour justifier une augmente. Il faut juste les augmenter pour les garder. Euh, donc maintenant, comment on s'assure que ça fonctionne bien? Il faut que vous, en tant que développeur ou en tant que contributeur, il faut vraiment échanger avec son manager en amont et les RH, si vous avez la chance d'avoir des RH, pour, euh, pour bien expliquer vos motivations et démontrer vos compétences humaines pour ce job de manager. C'est euh, c'est comme quand on s'inscrit à une école de développement, on fait peut-être des concours ou des tests. Et ben c'est la même chose pour être manager, même si les compétences s'apprennent, il y a certaines appétences et certains terreaux qui permettent de détecter quelqu'un qui va être bon en management, ou alors des gens qui le font pour des mauvaises raisons. Et typiquement, si la seule raison qui vous vient en tête pour devenir manager, c'est d'avoir plus de sous, bah, c'est pas la meilleure. Euh, pour tout nouveau job, il faut se former. Donc, si vous avez la chance d'avoir une entreprise qui vous paye une formation, bah, c'est bingo. Et si c'est pas le cas, y allez pas tout nu. Achetez des livres sur le management. Euh, il y a par exemple un livre qui s'appelle Dream Team de Ludovic Géraudon, qui est très bien, qui est en français, et qui permet d'avoir des bonnes bases sur le management. Donc, c'est pas spécifique engineering, mais déjà, ça donne des bonnes bases. C'est des compétences qui s'apprennent, donc n'hésitez pas à rechercher des formations pour ce faire. Idéalement, dans une transition interne, ce qui est pas mal, c'est de faire une période d'essai de 6 mois. Euh, et contrairement à une période d'essai dans un job, c'est pas parce que ça le fait pas que c'est un échec.
c'est plutôt un test, c'est est-ce que je suis fait pour ce job d'engineering manager ou pas? Et c'est pas grave si c'est pas le cas, parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour ce job-là. Sur certains aspects, le job de M est beaucoup plus difficile que le job de dev, mais sur d'autres aspects, il est plus cool aussi. Donc, c'est juste un équilibre. Et idéalement, se faire coacher par des coachs internes et ou se faire mentorer par des EM qui sont plus seniors dans la boîte. Alors maintenant, vous allez me poser la question, c'est est-ce que je dois choisir la voie management ou la voie expertise contributeur? Moi, ce que je vous suggère, c'est de uniquement vous baser sur votre appétence, ce que vous aimez faire au quotidien. Si vous aimez, si vous aimez les réunions Google Meet, il y a déjà, c'est une bonne piste. Mais par contre, si vous kiffez faire du code, si à la fin de la journée, vous êtes super content parce que vous avez fait euh, une, euh, une Discovery Tech magnifique, bah, voilà, vous savez déjà que vous avez envie de faire ça et que vous aimez ça. En fait, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous épuise à la fin de la journée? Si, si le fait d'avoir passé la journée en réunion, en sprint planning ou quoi, ça vous a épuisé et vous avez eu l'impression de rien faire, bah, c'est peut-être pas le job de M ou de PM qui est fait pour vous. Et ce que je mets là, c'est que si le code vous éclate, changez pas de voie juste pour avoir plus de sous. Euh, je préfère largement des gens qui quittent l'entreprise pour s'épanouir dans un job sur lequel ils vont être mieux payés ailleurs, plutôt que quelqu'un qui va ruiner toute une équipe parce qu'il va prendre le job de manager alors il aime pas ça. Et même en tant que RH ou en tant que C-level, il faut faire attention aux gens que vous mettez en position de middle management, parce qu'encore une fois, c'est pas un job facile. Et c'est pas un job facile, et quelqu'un qui se craque sur ce job-là, bah, il emmène toute une équipe dans son craquage. Donc c'est pas anodin. Dernier point, comment manager des nouveaux managers. Donc un nouveau manager, c'est un junior. C'est un manager junior. Donc il faut considérer qu'il va faire des erreurs, il faut lui faire beaucoup de feedback, mais par contre, c'est un senior dans sa posture. S'il est là, c'est qu'il a déjà plusieurs années d'expérience dans son domaine et qu'il doit être senior dans sa communication, par exemple. Euh, donc ça, il faut être exigeant là-dessus. Mais pas forcément exigeant sur les compétences de manager qui s'apprennent. Il faut lui faire des feedbacks très fréquents et des feedbacks pas uniquement descendants de son manager, mais aussi de son équipe, du PM, des stakeholders. En fait, faire des 360 régulièrement pour pouvoir lui donner du feedback Parce que comme il est en train d'apprendre ce job-là, bah, c'est hyper précieux pour lui de dire, OK, ça je fais bien, ça c'est ma force et ça c'est mes faiblesses, sur quoi je dois travailler. Et c'est pas... Enfin, faut pas attendre un entretien annuel pour lui dire ah bah en fait pendant un an tu as été nul là-dessus. Ah non, c'est toutes les semaines, il faut le nourrir de feedback. Faire des points réguliers sur son état d'esprit et ses difficultés. Comme on a vu sur les transitions d'avant, en fait, faut être sûr que c'est toujours le job qu'il a absolument envie de faire, et puis vérifier qu'il n'est pas en train de dire ouais, bah, en fait, je suis pas sûr, je préférais être contributeur avant, et là, je me sens pas bien, quoi. Il n'y a rien de pire que promouvoir quelqu'un parce qu'il est bon et de le voir démissionner parce qu'en fait, le job lui convient pas, quoi. Et comme je disais, manager, c'est un rôle qui est assez solitaire, sauf si on sait s'entourer. Et donc, ben, le nouveau manager, il se retrouve, avant il était dans une équipe, maintenant il est à la tête d'une équipe, et il se retrouve un peu seul, selon son caractère, hein, mais il faut pas le laisser seul, justement. Donc, le faire mentorer et le- créer l'équipe avec les autres managers. Et idéalement lui proposer du coaching. Et alors là, une transition exceptionnelle. Euh, Moi, je suis coach. Donc, je suis coach. Et suite à ma formation avec Coactive Institute à Londres et à San Francisco, moi, je propose un accompagnement sur les sujets perso, équilibre vie pro-perso ou pro. Et avec mon expérience, j'aime bien en fait me spécialiser sur l'accompagnement des gens qui veulent devenir manager, des gens qui commencent juste ce job-là, ou aussi des gens qui sont managers depuis longtemps, mais qui veulent progresser, ou alors qui ont des difficultés spécifiques qu'ils veulent aborder avec moi.
Et le fait d'en parler avec quelqu'un d'extérieur au contexte entreprise, ça permet de rationaliser et puis de poser les choses. C'est très souvent bénéfique. Euh, voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Merci Sylvain, c'était super intéressant, notamment sur la partie, la répartition du scope entre les appétences de la personne et les besoins de la boîte, ou la nécessité de bien comprendre les motivations pour devenir manager. Très enrichissant. On va donner le micro à quelques personnes dans l'assemblée pour poser des questions. On va commencer par John Garbayo, qui a une question sur le rythme des one-to-one. John, est-ce que tu es avec nous? Je vois ton nom, mais je ne t'entends pas. Je crois que ton micro est coupé. Allô? Non. Oui, Ouais. vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ah, j'avais le câble qui était coincé un petit peu loin, c'était très compliqué. Bien, bonjour déjà. Bonjour Sylvain, bonjour Mathieu, bonjour Sarah. Ma question, effectivement, c'était quoi pour toi, Sylvain, personnellement, et puis même dans ce que tu as pu observer dans ta carrière, qu'est-ce que c'est pour toi le bon rythme des one-on-one? Si ce sont des one-on-one qui sont réguliers. Euh, à la fois du côté humain, à la fois peut-être pas trop technique, j'avoue, je pensais plus au côté humain. Alors, le plus important, c'est qu'il soit régulier. Effectivement, c'est pas des one-one circonstanciels. C'est pas des one-one parce qu'on a quelque chose à dire à la personne. Mais en fait, c'est un espace dédié de discussion entre deux personnes. Et il faut que du coup, ce soit régulier et que ce soit sacralisé. Euh, et c'est difficile de sacraliser ce genre de choses dans un agenda de manager parce qu'il y a tout le temps plein de gens qui vont vous coller des réunions n'importe quand. Et bien en fait, ça, c'est la priorité de votre job, les one-one. Moi, ce que j'aime faire, c'est une fois par semaine. C'est très chronophage, mais c'est comme c'est la partie que je préfère dans mon job, c'est avec plaisir que j'investis ce temps-là. Euh, je sais que d'autres personnes ou des gens côté C-level vont pas avoir le temps de le faire et vont faire toutes les 2 semaines. Euh, Ce que j'aime bien avec les one-one toutes les semaines, moi, c'est que je peux allier humain et opérationnel. Donc, il y Ah a oui. une partie sur l'humain, et après, à la fin, on parle opérationnel. Ça me permet de faire le suivi régulier des tâches et d'être sûr qu'il n'y ait pas de blocage. Est-ce que tu évoques, par exemple, au niveau humain, un exemple comme ça? Alors là, c'est vraiment de l'écoute, mais il y a pas de trame, il n'y a pas de format à remplir, hein. Mais ne serait-ce que s'intéresser vraiment à la personne. Quand, Je sais pas, mais par exemple, quand tu poses la question Salut, ça va? Et que tu t'en vas après et t'attends pas la réponse, euh, bah, c'est typique en fait d'une question qui sert à rien. Alors que là, en one-one, bah, tu as une demi-heure calée dans ton calendrier et tu poses la question Salut, ça va? Et t'attends parce que tu as une demi-heure pour avoir la réponse. Hmm. Tu passes pas à quelqu'un d'autre en lui disant Salut, ça va? Donc, ça, ne serait-ce que de réussir à écouter la personne sur ses problématiques pro, mais potentiellement de créer cette relation de confiance qui fait que la personne va se sentir suffisamment confiance pour te dire, bah, aujourd'hui j'ai une vraie galère à la maison, tous mes enfants sont malades, j'ai pas dormi, je suis ultra crevé. Et ben, ça te permet de comprendre pourquoi le ticket il n'a pas avancé aujourd'hui, et c'est pas grave. Plutôt que si tu n'avais pas du tout eu ce one-one, tu lui aurais tapé dessus au prochain délit parce que son ticket, il avait pas bougé. Tu vois, ça permet de créer cette relation. Et donc, c'est ça que moi j'appelle du management humain, c'est s'intéresser vraiment aux gens. Pas juste faire du reporting ou s'intéresser au fait que les gens ils vont coder, mais s'intéresser à l'humain qu'il y a derrière. Ouais, je trouve ça beau, je trouve ça bien, je trouve ça sain, Moi aussi, je trouve ça beau et je sais que dans la réalité des faits, c'est pas tout le temps facile. je confirme. Et il y a plein de managers qui le font pas par manque d'appétence pour ça euh, ou par pression, parce qu'ils ont trop de pression sur l'opérationnel, donc du coup, ils envoient. Euh, mais en vrai, bah, c'est, selon moi, le plus important parce que quand on crée une relation de confiance dans l'équipe, bah, les devs, ils se donnent beaucoup plus. Alors que si on tape sur des devs avec une cravache, bah, ils se donnent beaucoup plus pendant une semaine, 2 semaines, et puis après, Après, ça s'écroule. Ouais, je confirme. C'est du vécu. ok, Bah, merci beaucoup. Ça, c'est Merci, très complet et Sylvain. ça répond tout à fait à ma question. plaisir. Merci, John. Merci, Sylvain. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant à quel point
ça marche à tous les coups de passer par l'humain. C'est quelque chose qui est pas bien, enfin, qui est pas juste bisounours, bienveillant, gentil. C'est quelque chose qui fonctionne et qui donne des résultats et qui pourtant est très peu appliqué dans pas mal de boîtes. Et c'est assez sidérant le contraste qu'il peut y avoir là-dessus. On enchaîne avec une autre question de Benoît Richer sur, donc tu parlais un petit moment de différence avec le lead dev, le fait que tu donnais des insights techniques en tant que EM. Et donc la question porte sur la différence entre ces deux postes. Je te donne la main, Benoît, si tu es avec nous. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Ouais. Oui. Oui, je voulais notamment savoir si c'était une différence de magnitude sur la part de management ou s'il y avait une différence fondamentale, selon toi. En fait, je pense que c'est une différence sur la répartition par rapport au pilier qu'on a vu pendant la presse. Le lead dev, en fait, il va être à 90% sur la technique et il va faire aussi un peu Hmm. de management, mais au final, très peu. Euh, Là où le lead dev va être meilleur, c'est sur la légitimité, parce qu'en fait, il est toujours les mains dedans dans la code base. Et donc, du coup, il va pouvoir faire des peer reviews, et, il va pouvoir challenger beaucoup plus le code des collègues. Là où le M, lui, va être meilleur sur la prise de recul. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est très difficile en fait de s'extraire de ça, de la tâche qu'on est en cours, pour prendre du recul sur l'ensemble de la feature ou l'ensemble de la roadmap, et de se dire, bah, en fait, non, là, peut-être qu'il faut qu'on arrête ça ou qu'on fasse différemment. Euh, donc, le lead dev, moi, je vois plutôt l'expert qui a suffisamment d'appétence pour pouvoir emmener les gens et un peu de leadership pour aider les gens, par exemple, à uniformiser les règles de codage, de nommage, d'architecture. Là où le M va quand même faire beaucoup plus d'opérationnel, de process, d'humain. Euh, le lead dev, par exemple, bah, c'est pas lui qui va définir la definition of done ou le process de ticket dans Jira. Enfin, chacun son job, quoi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment différent, mais c'est différent sur la place que prennent les piliers. Par exemple, dans une entreprise, là, j'ai bossé dans une entreprise à Berlin. J'étais EM complètement hands-off, je touchais pas à la code base, et j'avais deux tech leads dans mon équipe. J'avais un tech lead côté back-end et un tech lead côté front. Et du coup, bah, c'est eux qui prenaient les décisions techniques, avec ma supervision pour être sûr que ça colle avec le time to market et tout ça. Mais au final, c'est eux qui avaient la légitimité parce que c'est eux qui avaient les mains dans le code. Ok. Mais du coup, par exemple, tu parlais des 101, eux, ils faisaient des 101 avec les gens de leur team aussi, non? Non. Alors, Ok. bah non, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils codent. C'est là aussi où l'EM, lui, a le management humain et les one-one font partie du management humain. Si on fait des one-one juste pour faire du reporting opérationnel, ça sert à rien de faire des one-one. On peut envoyer un mail par Slack et ça suffit. Enfin, un message par Slack. Ok, Il y merci. avait une autre question aussi je n'avais pas identifié que c'était Benoît aussi, mais sur le pendule management ici, peut-être que tu peux enchaîner avec ça, Benoît, parce que ça me paraissait intéressant comme Oui, question. oui. Donc, parmi mes lectures justement sur les positionnements de rôle manager versus expertise slash staff engineer, j'ai lu aussi des gens qui disaient que voilà, si on avait une certaine appétence au management, une des forces, c'est qu'on pouvait aller de l'un à l'autre et progresser de cette manière-là. Toi, comment tu vois ça? Pour toi, tu te projettes maintenant plus que engineering manager. En fait, moi, j'ai trouvé mon job de rêve quand j'ai commencé à Coach Up à Berlin, où c'était la première fois où j'étais hands-off, où je codais plus. Et du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour m'occuper des gens. Et j'ai vu que les résultats avaient explosé parce que c'est là où moi, j'ai plus d'impact. Mais ça ne veut pas dire qu'un autre M va avoir plus d'impact en faisant que de l'humain. C'est le job qui correspondait à mon profil. Et c'est pour ça que ça a marché. Maintenant, quelqu'un qui a les compétences à la fois humaines et techniques pour faire les deux, euh, eh ben, il peut effectivement tout faire, mais je suis pas convaincu qu'il puisse sauter de l'un à l'autre. Parce que quand on a passé 2 ans à faire EM et à ne plus coder, bah, c'est chaud en fait de revenir et de revenir au taquet comme ça. Donc on a les possibilités de le faire, mais après de bien le faire et d'être pertinent jour 1, c'est chaud quoi. Parce que
le job de dev, ça bouge vite. Les technos bougent vite. Il faut se mettre, il faut se mettre, faire de la veille techno tout le temps. Ce que moi je ne fais pas, par exemple, en tant que manager. Je fais plus de veille techno sur la stack qu'utilisent les devs de mon équipe. Et ça me manquerait si je devais repasser sur un job de tech lead, bah, je serais à la ramasse et puis il faudrait que je passe plusieurs mois pour remonter de niveau. Ok, 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 très merci. clair. Merci. Non, c'est pas évident de faire l'un et l'autre. Je pense que enfin, vraiment, ce que dit l'article, qui est assez connu, c'est justement pour pas perdre complètement le contact, essayer de faire ça, mais en pratique, avec quelques années, forcément, entre les deux, c'est sûr que ça va pas être évident à réaliser. J'avais une autre question je me demandais si tu avais déjà eu le cas d'un dev qui te considère pas légitime sur ton poste, ou même qui pense que le poste devrait lui revenir. Que ça arrive parfois d'avoir des gens qui t'auraient bien brigué le poste et puis quelqu'un est arrivé de l'extérieur, etc. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas et comment tu l'adresserais? Alors oui, dans la scale-up, là où on attendait de moi que je sois tech lead, et comme je connaissais absolument pas la stack, bah, du coup j'étais pas légitime pour faire le job de tech lead, et j'étais ben, à quasiment tous les one-one par un des devs, j'étais challengé sur ce point-là, ouais. Euh, et comment j'adresse? Bah, en fait, moi j'explique qu'on a des compétences différentes et que moi je me positionne pas en tant que tech lead parce que c'est pas ça que j'avais compris du poste. Bon, il s'est avéré que ça s'est mal passé à la fin, mais parce qu'ils attendaient vraiment le job de tech lead. Euh, mais c'est justement c'est un positionnement à trouver. C'est soit on veut être un référent technique, auquel cas bah, il faut toujours faire de la veille techno et puis il faut toujours avoir les mains dans le code. Il faut toujours faire des PR review, voire du pair programming avec les gars pour rester au taquet niveau technique ou alors avoir cette légitimité de manager que moi j'ai aujourd'hui, parce que j'écoute les gens et que j'essaie de trouver des solutions à leurs problématiques. Donc ils sont, enfin là aujourd'hui, mon équipe actuelle me considère légitime sur les choix finaux, mais parce qu'ils savent que j'écoute leurs propositions. C'est pas moi qui pond la solution de mon chapeau. Je vais réussir avec mon expérience à choisir la solution qui me semble la meilleure dans le contexte actuel parmi les solutions que eux ils m'ont proposées. Ok, ça marche, merci. Et du coup, c'est toi qui tranches sur la solution qui est retenue ou c'est l'équipe? Alors, souvent c'est l'équipe, mais des fois c'est moi. En fait, c'est tout le temps moi qui challenge. J'aide les devs à prendre eux-mêmes leur choix en leur faisant comprendre le contexte de l'entreprise actuelle et en leur faisant comprendre que, par exemple, là, ça c'est over-engineering et que ça sert à rien et qu'il faut faire de l'itératif, etc. Donc, je challenge et je tranche que quand, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Soit qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre devs, ou alors que le dev insiste pour dire, ben non, mais en fait, c'est hors de question d'écrire du code en dur. Je dis, bah ouais, mais là, en fait, au final, ça va être comme ça. Mais j'évite le plus possible, parce qu'au final, on travaille en confiance, et très souvent, les devs sont suffisamment seniors pour comprendre les enjeux d'une entreprise. Ils peuvent sortir le nez du code. Yes, effectivement, enfin, et un peu, je pense que c'est un des premiers murs qu'on se prend en tant que manager, à vouloir faire les choses bien d'après notre expérience, plutôt que de laisser les gens faire leurs choix, quitte à ce que ce soit les mauvais, et on le sait. Parce qu'en termes d'adhésion derrière et en termes de suivi, c'est pas du tout la même. Et souvent, en fait, il vaut mieux les laisser faire une erreur dont on sait que c'est une erreur parce que c'est leur choix et que derrière, ils feront plus confiance à l'avenir. En tout cas, ils avanceront mieux. Ah, c'est un des red flags que j'ai pu trouver sur la légitimité et puis la situation du manager, c'est que à partir du moment où le manager il est obligé d'expliquer que c'est lui le manager, donc c'est pour ça qu'il décide, bah c'est mort. Hein. Ça veut dire que la relation, elle n'a pas été créée. À partir du moment où on fait péter les galons pour dire bah non, c'est moi qui ai raison, Mm. bah enfin, c'est pas une bonne idée en fait. Bon, ok, on va enchaîner avec une autre question sur justement la montée en compétence de l'équipe par Michael Nozel et le rôle du manager là-dedans. Je te laisse la parole, Michael. Oui, ça y est, c'est bon. Oui, bonjour. Oui, donc oui, j'avais une question justement par rapport à ça. Comment se passe la montée en compétences? Qu'est-ce qui est fait justement par rapport à ça? Parce que c'est vrai que
moi, j'ai testé des choses qui n'ont pas obligatoirement toujours fonctionné. J'en ai testé qui ont un peu mieux fonctionné, mais j'ai pas trouvé de méthode miracle. Et c'est vrai qu'on regarde souvent, alors j'aime bien prendre cet exemple de LinkedIn où tout se passe bien dans le meilleur des mondes du bisounours. Et tout le monde parle souvent de pair programming. Et honnêtement, moi, chez moi, c'est pas ce qui marche le mieux. Donc, je sais pas si, je te demande qu'est-ce que tu as pu tester qui a bien fonctionné de ton côté, quoi. Alors déjà, le fait de s'intéresser à ce sujet-là est très important pour un manager, parce que si on laisse l'équipe végéter, bah, il y aura des démissions, parce que les devs aiment évoluer. Et quand on a un profil technique, on a envie d'apprendre des choses et on a envie de devenir meilleur. Euh, donc le premier pan, c'est de réussir à négocier du budget auprès de sa propre hiérarchie pour pouvoir avoir des formations régulières et pertinentes. Soit des formations, soit des inscriptions à des conférences techniques qui font référence sur le marché, euh, ou acheter des bouquins, ou enfin avoir du budget pour justement alimenter tout ça. Maintenant, toi, tu parles du pair programming qui marche pas. Moi, je trouve ça super cool, le pair programming. Et très souvent, en fait, je l'utilise pour faire de la montée en compétences techniques, mais aussi la montée en connaissances. C'est-à-dire que s'il y a un dev qui a bossé sur toute une partie de la code base que le reste de l'équipe connaît pas trop, eh ben, je vais l'inciter à finir son dev en pair programming avec des gens qui connaissent pas. Comme ça, les autres vont commencer à connaître ce point-là de la code base. Et ça permet de partager et que toute l'équipe soit honneur du code plutôt que de dire ah ouais, cette partie-là, bah, c'est un tel qui l'a fait, donc c'est lui qui va corriger les bugs. Maintenant, du coup, c'est l'équipe est honneur de tout le scope, et donc du coup, il faut que la communication soit là. Et euh, et il y a d'autres techniques. L'autre technique, c'est qui se rapproche un peu du pair programming, mais c'est le pair review. Euh, Plutôt que de juste laisser une PR ouverte sur GitHub, et ben en fait, quand ça va être un peu trop gros, je vais inciter les devs à faire du pair review. C'est-à-dire que l'auteur de la PR va pouvoir expliquer le contexte et de vive voix avec partage d'écran. Donc ça, là, il y aura une montée de compétences. Et idéalement, si le contexte de l'entreprise le permet, ce que j'aime bien faire, moi, c'est une demi-journée par mois, une journée par mois, de dédier du temps formation ou apprendre. C'est quelque chose que j'ai que j'ai appris plutôt récemment, en fait. On appelle ça les universités. Donc, merci à Juju si tu nous écoutes pour cette idée-là. L'objectif, en fait, c'est d'allouer 2 heures tous les mercredis. Et en groupe, en tant qu'équipe, on va écouter un podcast sur un sujet technique, on va lire un article ensemble, on va essayer de faire des POC, et du coup, on va monter en compétence sur des choses qui sont a priori décorrélées des features qu'on est en train de faire, mais qui potentiellement pourraient avoir un impact. Ok. Et justement, ce côté pair programming, tu n'as jamais eu le cas où justement il y avait une dépendance trop forte qui arrivait justement entre deux développeurs, enfin plutôt le junior vis-à-vis du senior, parce que moi c'est le cas que j'ai justement actuellement, c'est pour ça que je trouve que ça ne marche pas vraiment, c'est que la personne, si elle est toute seule, va être en forte difficulté quoi finalement. Alors là, du coup, c'est à toi de coacher le senior dans ce couple-là pour lui expliquer que bah, ça sert à rien de faire tout à la place du junior, mais Mm. justement de lui dire, bah voilà, maintenant c'est à toi le clavier et on fait du pair programming, mais c'est toi qui code. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est clair. Parce qu'effectivement, sinon, enfin, le junior, il est comme ça, regardez le temps, il code trop bien, le mec. Mais il apprend rien, quoi. C'est un peu ça. Ok, merci. Ça marche, merci Sylvain. Écoute, c'était très intéressant. Là, il est 1 heure, on peut en parler pendant des heures, mais on va devoir mettre fin au live malheureusement. Merci encore pour tous ces insights et pour ce partage d'expérience. Je vous invite tous à nous faire un petit retour d'expérience sur le talk, sur le channel, avec une note sur 5 et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve le 14 mars, jeudi, pour un live chez Ecos HQ sur maximiser l'impact d'une équipe engineering, qui est un sujet un petit peu corollaire à celui qu'on vient de traiter. Merci à tous et très bon appétit. Au revoir. Merci.